Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres d'Afrique Midi. Les soldats de François Hollande poursuivent leur avancée vers le nord du Mali. Des raids ont été menés sur des positions des islamistes près de Gao hier, alors que le MIA, mouvement islamiste de l'Azawad, scission dans Sardine, vient de voir le jour. L'Égypte fête le 2e anniversaire de sa révolution et l'opposition appelle à manifester ce vendredi contre le président Morsi. Hier déjà, des heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. Dans un communiqué, des hommes du mouvement islamiste en Sardine ont annoncé avoir fait dissidence. Ils viennent de créer le MIA, mouvement islamique de l'Azawad, alors que les forces françaises progressent vers le nord avec des raids aériens sur les positions des islamistes près de Gao. Le MIA affirme vouloir participer au dialogue politique et demande l'arrêt des hostilités. C'était en décembre dernier. Al-Rabas Aguintala négociait alors pour le compte d'Ansardine aux côtés d'autres mouvements islamistes radicaux avec les autorités maliennes. Depuis, Ansardine et ses alliés de circonstance ont assis leur autorité sur le nord du Mali, poussé leurs hommes vers le sud, et la France est intervenue il y a près de 2 semaines, les repoussant à leur tour vers le nord. Al-Rabas Aguintala est donc le premier à faire état de la nouvelle donne. Ce jeudi, il annonce faire scission et créer son propre groupe, le mouvement islamique pour l'Azawad. Il appelle à un cessez-le-feu et à des discussions avec les autorités maliennes pour une solution politique au conflit, à savoir une autonomie de l'Azawad ici en vert. C'est à Kidal, dont il est originaire, qu'il entend baser son mouvement. Aguintala prend ses distances par rapport à AQMI. Sa guerre n'est pas la nôtre, dit-il. Il affirme également n'avoir aucun lien avec le Mujao. Le MIA, son mouvement, serait entièrement composé de Maliens. Il compterait dans ses rangs des membres d'Ansardine et des hommes du MNLA, l'autre mouvement touareg favorable, lui, à l'indépendance de l'Azawad. Combien d'hommes au total, on ne le sait pas. Le MIA se présente en tout cas comme un nouvel acteur politique, un de plus au Mali, sillonné par de nombreux groupes opaques et radicaux. Et la France annonce désormais le déploiement de 2400 hommes qui agissent aux côtés de l'armée malienne au sol. Mais le pays espère que la MICEMA prendra rapidement le relais. Écoutons le ministre français des Affaires étrangères. Nous n'avons pas l'intention de rester durablement, qu'il n'y ait pas d'équivoque. Mais seule la France était là qui pouvait faire barrage. Et nous l'avons fait. Petit à petit, nous progressons avec les Maliens. D'autres troupes de la MISMA arrivent, le plus vite et le mieux, d'autres concourent, et nous avons comme objectif de repousser les terroristes et d'être relayés par les forces africaines, auxquelles il revient en premier lieu de prendre cette responsabilité et d'assumer cette tâche. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine sont réunis depuis hier à Addis Abeba pour discuter des préparatifs du prochain sommet de l'organisation continentale. Le Mali constituera le principal sujet du sommet avec le déploiement des forces africaines de la MISMA. Les détails avec Oussouf Diagola. La réunion des ministres des Affaires étrangères qui s'est ouverte hier a donné globalement le ton de discussion entre chefs d'État. Le président en exercice du Conseil de paix et de sécurité, le ministre béninois des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la francophonie et des Béninois de l'extérieur, Nassirou Bako Arifari, s'est réjoui à l'ouverture des travaux de ce que le compte à rebours a commencé dans la résolution de la crise malienne. Un grand défi pour la sous-région ouest africaine, mais surtout une réelle menace à la paix et à la sécurité pour tout le continent et au-delà pour l'ensemble de la communauté internationale, a-t-il déclaré. Les ministres des Affaires étrangères semblent minimiser le spectre d'une longue guerre pour libérer le Mali des groupes terroristes, contrairement aux réflexions de nombre d'observateurs et think tanks africains qui annoncent une tâche extrêmement ardue pour la réussite de la MISMA. En témoigne, soulignent les tenants de cette version, le retard du déploiement des troupes africaines en raison de réglages financiers. D'ailleurs, une conférence des donateurs devra trouver 340 millions d'euros nécessaires au financement de la MISMA, à la formation et à la restructuration des forces maliennes. Nous comptons bien sûr sur la conférence pour faire face à des responsabilités afin de permettre le déploiement de la MISMA et le renforcement des capacités de l'armée malienne, a déclaré pour sa part El Gassim Ouane. Cette conférence prépare le sommet des chefs d'État qui s'ouvre
Dimanche à Addis Abeba. Londres, qui craint une menace imminente contre les Occidentaux en Libye, a appelé ses ressortissants à quitter immédiatement Benghazi. L'Allemagne, les Pays-Bas, l'Australie ont emboîté le pas au Royaume-Uni. À noter que Benghazi a été le théâtre récent d'une vague de violence, sans oublier l'attentat le 11 septembre 2012 contre le consulat américain qui a coûté la vie à 4 personnes, dont l'ambassadeur Chris Stevens. L'Égypte se prépare à de nouvelles manifestations alors que c'est le 2e anniversaire de la révolution. L'opposition a appelé à une forte mobilisation contre le président Mohamed Morsi et les slogans sont les mêmes qu'en 2011. Violence entre police et manifestants, scène déjà vue près de la place Tahrir. Ils étaient des centaines à s'y rassembler pour scander des slogans anti-pouvoir. Des jeunes ont aussi tenté de démonter des murs de béton à proximité. Objectif, libérer le terrain pour les rassemblements de vendredi. Mais le secteur abrite des bâtiments officiels et des services de sécurité. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Nous ouvrons la voie pour permettre aux manifestants de circuler librement. Nous n'avons pas l'intention d'attaquer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Alors que de gros rassemblements sont attendus pour le 2e anniversaire du printemps égyptien, le président Morsi a appelé au calme. J'appelle l'ensemble du peuple égyptien à célébrer ce grand événement, à le célébrer de manière civilisée et pacifique, dans le respect de notre nation et de ses institutions. 2 ans après le soulèvement égyptien qui a fait chuter Hosni Moubarak, nombreux sont ceux qui ont vu leurs espoirs déçus. Le pays est profondément divisé entre le nouveau pouvoir de Mohamed Morsi et des frères musulmans et l'opposition égyptienne. Celle-ci accuse le gouvernement de trahir les idéaux de la révolution et lui reproche aussi de restreindre les libertés civiques, surtout depuis l'adoption en décembre d'une constitution controversée. L'opposition appelle à manifester place Tahrir ce vendredi. Les frères musulmans de leur côté n'ont pas l'intention de s'y rendre. L'Ivoirien Charles Blé Goudé, leader de la jeunesse pro-Gbagbo, a été arrêté la semaine dernière au Ghana. Son avocat parle d'enlèvement. Il dénonce une procédure irrégulière. On l'écoute. Mais nous avons également prévu des procédures devant la Cour de justice de la CEDEAO, non seulement contre le Ghana, mais également contre la Côte d'Ivoire. Parce que nous pensons que le Ghana a de façon outrageuse violé les droits de Blé Goudé en le transférant dans des conditions illégales et irrégulières. Direction maintenant la Suisse où est réunie l'élite économique et politique mondiale dans le cadre du Forum économique de Davos. Plusieurs ONG s'y sont rendues afin de faire entendre leur voix. Elles tiennent à ce que certains aspects tels que les responsabilités face aux citoyens, les droits de l'homme ou encore l'environnement soient évoqués lors de ce grand rendez-vous. Ambiance feutrée et ton courtois de rigueur, nous sommes dans le Saint des Saints, le centre des congrès de Davos. Entre 2 conférences, chefs d'entreprise et hommes politiques peuvent se détendre en mangeant un morceau. Mais pour certains, le Forum économique mondial n'a rien d'une sinécure. Salil Shetty est à la tête d'Amnesty International, l'une des plus importantes ONG de défense des droits de l'homme. Il vient ici depuis 10 ans pour prêcher la bonne parole. Je reconnais que nous venons ici avec une certaine hésitation, mais c'est un endroit où la voix des gens ordinaires doit être entendue. Est-elle vraiment entendue? C'est la grande question. Mais toutes les organisations ne sont pas à l'intérieur. Amnesty est à l'intérieur et à l'extérieur. Donc nous sommes ici de l'autre côté des barricades. On peut effectivement entendre un son de cloche différent à Davos. Chaque année, des ONG, dont Greenpeace, remettent un prix de la honte. Peu convoité, il est décerné à l'entreprise jugée la pire en matière de droits humain et d'environnement. Cette année, il revient à la banque américaine Goldman Sachs, épinglée pour son rôle supposé dans la crise en Grèce. Davos, le contenu des discussions et tout le reste ne nous amène pas bien loin. Malgré les sommes qui sont investies ici, absolument rien de positif n'en ressort. Les institutions qui travaillent ici, les gens qui représentent ces institutions, dans l'esprit de beaucoup de gens dans le monde, sont considérés comme des criminels en col blanc. Des détracteurs obligés de venir à Davos pour se faire entendre, c'est tout le paradoxe du Forum économique mondial, dont le succès ne s'est jamais démenti, malgré les nombreuses critiques dont il est la cible.
Et maintenant, du sport avec le résumé de la deuxième journée du groupe B à Port-Elizabeth. Le Ghana a battu le Mali avec un score final de 1-0. Du coup, les Black Stars du Ghana s'emparent du fauteuil de leader. Les détails avec Yacouba Dansoko. Ce match entre le Ghana et le Mali est décisif pour les deux équipes. Les Black Stars en maillot blanc affrontent les Aigles au compte de la deuxième journée dans la poule B. Pour le Mali, il s'agit de gagner pour se qualifier ou faire un match nul pour rester leader ou deuxième. Quant aux Ghanéens, l'équation est très simple. Gagner pour s'emparer du fauteuil de leader. Nous jouons la 6e minute dans ce match, le tournoi de la rencontre. Le gardien ghanéen Fataou Daouda manie la balle hors de sa surface de réparation. Le règlement est clair, il y a expulsion du gardien plus coup franc. Ah oui, il y a carton rouge là, parce que là il va chercher avec la main, il a quand même il commet une grosse faute, parce que s'il ne prend pas ce ballon, c'est du Keita, il va marquer. Par conséquent, c'est annuler l'occasion de but, et ça c'est le rouge. Mais l'arbitre ivoirien Doué Noumandiès en a décidé autrement. Après la phase d'observation, le Ghana décide de prendre les commandes de ce match. À la 32e minute, Badou de la tête surprend Samassa, sa balle s'écrase sur le poteau. 3 minutes plus tard, les Black Stars obtiennent un penalty. Sur cette intervention, Adama Tamboura déstabilise Badou dans la surface. Moubarak Wakasso, sans trembler, bat Mamadou Samassa. 1-0 pour le Ghana. Un score qui va rester inchangé jusqu'à la pause. Les Aigles entament la seconde période avec détermination. Dès le coup d'envoi, El Hadji Maman Traoré sert Seydou Keita qui ne peut redresser le ballon. À la 60e minute, Modibo Maïga arrache la balle à Vorsa, mais ne s'applique pas dans la passe. À 15 minutes du coup de sifflet final, sur ce coup franc ghanéen, Samassa sort in extremis la balle del Phénoméno Badou. Le Ghana s'impose par 1-0 et passe devant le Mali au classement. Les Aigles sont avertis, ils n'ont plus droit à l'erreur s'ils veulent toutefois disputer le second tour de cette 29e CAN Orange. Et toujours hier, le Niger affrontait les Léopards de la République démocratique du Congo à Port-Elizabeth, toujours dans le cadre de la deuxième journée du groupe B. Ce duel Léopard-MENA s'est terminé par un nul vierge. Voici le résumé d'Aminata Mariko. Si le MENA n'a plus droit à l'erreur après sa défaite lors de la première journée, la RDC, quant à elle, se doit de confirmer la bonne impression laissée contre les Black Stars. En début de cette rencontre, le MENA s'appuie sur son physique, sa discipline et la puissance de son attaquant vedette Moussa Mazou pour déjouer les plans du coach Claude Leroy et de son vigoureux Mboutou. La RD Congo en bleu lance les hostilités par Mbokani qui tergiverse sur la droite de la surface avant de centrer au deuxième poteau pour Lualia. Dans un angle très fermé, l'attaquant envoie une reprise du gauche directement dans la tribune. Les Léopards assaillent le camp adverse dans cette première période sans pouvoir concrétiser, notamment par Mbokani qui se signale plusieurs fois. Du retour des vestiaires, le MENA plus séduisant que face au Mali se réveille. Suite à un joli geste technique à la 61e minute, Mazou expédie une frappe puissante qui manque de précision vers le but de Kidjaba. Historique, le Niger tient son premier point en Coupe d'Afrique des Nations. Chaque équipe a désormais son destin en main dans ce groupe B. Et aujourd'hui, dans le cadre de la deuxième journée du groupe C, le Nigeria affrontera la Zambie à 15h et à 18h, le Burkina affrontera l'Éthiopie. Voilà pour Afrique Midi. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas à 19h45, Afrique Soir présenté par Kolsian Garsou. Bonne suite de programme sur Africa Télévision.